Bienvenue dans ce nouvel épisode des Apéros Partage, le rendez-vous qui vous invite à plonger dans des conversations enrichissantes autour d'un verre. Je m'appelle Alexandra et je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau moment convivial où les idées se mêlent et les horizons s'élargissent. Imaginez-vous confortablement installé dans un fauteuil, un verre à la main, prêt à embarquer pour un voyage intellectuel et émotionnel en compagnie d'Orlan et Eric, fondateurs de l'École de Soi, une association qui a pour but de partager les expériences et compréhensions de vie de chacun. Bonjour Orlan, bonjour Eric. Bonjour Alex. Bonjour Alex. Bonjour Orlan. Salut Eric. Salut. Donc aujourd'hui on va parler des relations amoureuses. Vaste bonjour, sujet. Un super sujet. Super sujet, ouais, beaucoup de questions très souvent qui reviennent dans les lives, dans les commentaires, etc. Donc, on a pensé que ce serait bien d'aborder ce sujet. Donc, du coup, je commence, comme tout le temps, par une superbe citation de quelqu'un que vous aimez beaucoup, d'ailleurs. Franck Lobvé, qui a dit « Nous cherchons à travers l'autre, non pas à être aimés, mais à pouvoir aimer en toute sécurité. » Petit rebondissement sur cette phrase. D'abord, il a raison. D'abord parce que tu l'aimes. Parce que c'est Franck qui nous a tout appris. Oui, c'est... Tu peux la répéter. Comme d'habitude, tu sais, moi avant de me lancer, il faut toujours que... Nous cherchons à travers l'autre, non pas à être aimés, mais à pouvoir aimer en toute sécurité. À aimer soi en toute sécurité. Ouais. Franchement, c'est... Ok. C'est philosophique, quoi. Franchement, je sais pas quoi dire. Bon, mais partons sur les questions, du coup. Non, mais c'est intéressant que ça fasse bugger mon petit être, mais... Vas-y, redis. C'est incroyable. Non, mais Nous cherchons à travers l'autre, non pas à être aimés, mais à pouvoir aimer en toute sécurité. Et c'est pour ça que j'ai dit aimer soi en toute sécurité. Parce que pour moi, ça ne ramène toujours qu'à soi. C'est-à-dire, si on prend la première partie que j'ai déjà oubliée, je ne vais pas y arriver non plus. Ok. Nous cherchons à travers l'autre. En fait, c'est une phrase de merde. Tu nous as pourri le truc avec ta phrase de merde, là. Je te jure, Franck, elle a dit plein d'autres vachement bien. Écoute, la prochaine fois, on invitera Franck. Non, elle est parfaite. Elle est parfaite puisqu'elle nous fait bugger, donc c'est très, très chouette. En fait, ce qui me fait bugger, c'est l'idée de sécurité. Parce que dans ma tête, ça fait sécurité, et du coup, l'opposé, mise en danger. Voilà, c'est pour ça que je crois que ça fait un peu bugger chez moi. La rencontre avec l'autre, effectivement, dans l'autre, je ne cherche pas à être aimée de lui, mais à m'aimer moi en apprenant qui je suis à travers l'autre. Je veux plutôt partir de ça. Et si on parle de sécurité, c'est sûr, comme je disais, c'est là où ça bug un peu, mais moi, ça me ramène à la confiance en moi et en l'autre. C'est-à-dire que si je m'aime dans toutes les circonstances, dans toutes les parts blessées que je peux avoir, et de me sentir en sécurité parce que l'autre sait accueillir ça. Voilà, pour moi, ça serait un peu traduit comme ça. Un peu, hein. Ça parle d'amour dans l'absolu, parce que si c'est cette demande de pouvoir aimer, et non pas d'être aimé, mais il y a le mot sécurité qui est du relatif, puisqu'il n'y a pas d'insécurité dans l'absolu, donc c'est pour ça que peut-être on bug un peu. Mais si je la traduis à ma sauce, c'est intraduisible. Ok, alors c'est pas grave. Du coup, je vais partir sur une autre question. Ouais. On dit souvent que pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et du coup, quel est votre point de vue sur ce concept ? C'est faux. Ok. Oui. Non, mais c'est très juste. Mais
c'est devenu un peu de la philosophie. On dit ouais, bravo, ouais, c'est facile hein, de le dire. Alors que si au fond de soi, effectivement, si tu ne t'aimes pas, c'est-à-dire que tu ne t'aimes pas dans tes parts d'ombre, dans tes parts de lumière, l'autre va te le renvoyer, mais en fait l'autre ne te renvoie que ces parts que tu n'aimes pas. Et l'acceptation de soi, c'est-à-dire l'idée de s'aimer, c'est de s'aimer dans tout ce que l'on est, à chaque endroit, à chaque instant. Et nous, on aimerait en jeter la moitié, quoi. On garde la lumière et l'ombre, on la met sous le tapis, quoi. Ouais, c'est ça. Or, l'autre, surtout dans la relation amoureuse, il m'oblige non pas à... Enfin, il m'oblige. Il me montre en continu, mais ce que moi, je nomme mes parts d'ombre. En continu. C'est mon plus grand maître. Et c'est ça, d'apprendre à s'aimer. Apprendre à s'aimer quand l'autre vient et nous dit « mais non, mais t'es nul quand tu fais ça ». Je dois m'aimer dans cette part de moi que je juge nulle. C'est pas lui qui me dit que je suis nulle. Je le traduis comme ça parce que je crois que je pourrais être différente, une meilleure version de moi-même. Donc c'est ça, apprendre à s'aimer. C'est-à-dire apprendre à s'aimer avec vraiment tout ce que l'on est. Il y a des endroits je sais faire, il y a d'autres endroits je sais pas faire. À des endroits je suis nulle, à d'autres je suis plutôt pas mal. Qu'importe, mais nous on aimerait s'aimer que pour être encore plus aimé par les autres, donc encore plus modifié, entre guillemets, quoi. Quelque chose à rajouter, Eric? Ouais, je peux. D'abord, est-ce que tu es concerné par les relations amoureuses? Bah non. J'ai jamais connu l'amour, donc je peux pas trop vous répondre. Mais je vais faire comme si, quoi. C'est l'apéro partage, après... retour de vacances. On est en pleine forme, hein, désolé. Vous voyez, vous avez encore la preuve que c'est très compliqué pour moi de glisser un mot, quoi. Voilà, c'est franchement l'invasion. Bon, après, on sait que c'est toujours elle qui décide de tout au final. Elle grâce porte donc au levier de la sexualité. Mais j'essaye avec beaucoup de finesse d'en placer une, quoi, sans me paraître grossier, quoi. Donc, je vais essayer de répondre. Donc, la question, c'était doit-on s'aimer pour aimer l'autre? Dans l'absolu, oui. Parce que on ne peut pas aimer l'autre tant qu'on n'a pas embrassé la totalité de nos parts d'ombre. Puisque la vie, par amour pour nous, va nous donner un conjoint ou une conjointe qui va venir activer tout ça. Donc, s'il y a des parts en moi que je n'aime pas, que je ne supporte pas, c'est le merveilleux rôle du conjoint ou de la conjointe de les manifester jusqu'à mon épuisement et mon acceptation et mon accueil de ces expériences et donc de ces parts d'ombre en moi. Voilà, je veux pas être envahissant. Je me soumets à ma condition d'homme dans mon couple. Je vous en prie, Alice. C'est génial parce qu'on va pouvoir parler de sujets concrets. Et oui, du coup. Ouais. La soumission. Ok. Du coup, comment l'estime de soi et la confiance en soi influencent la qualité de nos relations amoureuses? L'estime de soi et la confiance. Bon, on va dire la confiance. Franchement, alors... qu'est-ce que la confiance, déjà? La confiance en soi, je pense, absolue, c'est un état de conscience, un état d'esprit qui sait profondément qu'on fait, qu'on en ait l'impression ou pas, toujours de son mieux, finalement. J'ai confiance parce qu'en fait, je prends le risque de me tromper. Tant qu'on croit qu'on peut être une meilleure version de soi-même, bon alors il y a des degrés, bien sûr, hein, du plus fêlé d'entre nous qui veut tout contrôler, au plus libre qui a encore des petits bugs avec ça. Mais croire qu'on peut se tromper ou ne pas faire d'efforts ou être... en gros, croire qu'on n'est pas tout le temps à 100%, hein, ça, c'est ce qui fait qu'on peut ne pas avoir confiance en soi. Donc, si on prend la confiance en soi sur ce thème-là,
Bien sûr que dans le couple, plus j'ai de doutes sur moi-même, plus le miroir qui est en face de moi, hein, le miroir parfait, c'est-à-dire elle, voilà, va activer forcément mes zones d'ombre et va me rendre inconfortable. Si je suis inconfortable, je vais encore plus manquer de confiance, je vais activer plein de doutes, de peurs, et je vais être bien plus faible dans la relation. C'est-à-dire que je vais tout prendre comme une pique, comme un jugement, comme du non-amour, alors que dans l'absolu, c'est de l'amour, puisque l'autre, consciemment ou inconsciemment, veut activer mes zones d'ombre pour que je m'en libère, en fait. Voilà. Avec le peu de temps de parole que j'ai fait le maximum. Je ne sais pas ce que tu lui as fait, Orlane, mais tu l'as bien activé. En robe de vacances. Il est en pleine forme. Tu as quelque chose à rajouter peut-être sur ce thème Non, surtout pas. Non, c'est très bien. Non, c'est parfait. Ce qu'il a, enfin, en tout cas, non, j'ai rien à rajouter. Comment nos relations amoureuses passées influencent nos relations actuelles? Là, j'ai à dire. Elles influencent à la hauteur de nos blessures laissées et gardées dans l'ancienne relation. Et du coup, ça peut... C'est-à-dire que Pardon, je donne un exemple. J'ai vécu un premier couple où je me suis sentie manipulée. Dans mon prochain couple, dès que je vais sentir de la manipulation, je vais me remettre en mode survie, je vais réavoir peur, je vais demander à l'autre de ne pas le faire, ou je vais m'enfuir, etc., etc. Parce que ce que j'ai laissé, entre guillemets, comme blessure, et donc mis un programme inconscient, genre plus jamais je me laisserai manipuler, dès que je vais le sentir dans la nouvelle relation, il est évident que ça va interférer. Mais en même temps, comme le disait Eric, c'est le but. Mais du coup, est-ce qu'en faisant attention à ça, est-ce que justement on ne focalise pas là-dessus et qui cherche trouve, quoi? Oui, parce que le système, la vie, le système nous fait focaliser à un endroit. La vie, elle nous veut libre et le plus détendu possible, entre guillemets. Donc, du coup, elle va venir me faire rejouer, si, par exemple, le couple de mes parents, parce que ça aussi, c'est la même chose, hein. Il y a le premier couple et il y a le premier couple que j'ai vu, qui était celui de mes parents. Si, dans le premier couple de mes parents, ils se sont aimés pour la vie, il est évident que dans ma projection du couple, dans ma relation amoureuse, ça va se rejouer. Ça veut dire que peut-être... c'est plus du tout ma joie d'être là, mais que j'ai un programme inconscient qui me dit que j'ai pas le droit de le quitter. Et donc, que ce soit une ancienne relation avec mon conjoint ou une ancienne relation auquel moi que j'ai vue en y participant, en voyant le couple surtout parent, évidemment, dans mes relations amoureuses, je vais reproduire. Mais je ne vais pas reproduire le schéma, je vais reproduire la blessure liée à ce schéma. C'est clair, ça, à peu près? Tu peux le traduire? Au-delà de répéter les relations amoureuses, finalement, notre système inconscient ne fait que répéter les blessures. Mais ça peut être des blessures qu'on a vécu en observant ce que c'était qu'un couple, mais ça peut être aussi nos blessures personnelles. Si j'ai vécu l'abandon à l'âge de 4 ans, que ce soit par ma famille ou à l'école, mon système va revivre l'abandon de mon couple, puisque c'est le laboratoire à ciel ouvert parfait pour guérir tout ce qu'il y a à guérir, en fait. Donc, toutes nos blessures de l'enfance, de ces fameuses 0-7 ans, mais il n'y a pas de limite, ça peut être après, ça peut être moi avant, ça peut être n'importe quand. Mais la plupart de nos blessures importantes sont là de 0 à 7 ans. Et en fait, notre système les répète ad vitam aeternam jusqu'à qu'on mette de la lumière dessus, de la conscience et de l'amour. Donc, le couple étant l'endroit le plus propice
à la guérison parce qu'en fait, c'est facile de se faire croire que quelqu'un que tu croises dans la rue, il ne te connaît pas, on s'en fout. Au boulot, tu peux dire gna gna, tu peux dire tes parents, ils sont vieux, ils sont cons, je les écoute pas. Le conjoint, c'est au quotidien. Et à un moment donné, à l'usure, tu es bien obligé de te confronter à la réalité qui est, ça fait 17 conjoints, ça fait 17 fois la même histoire. À un moment donné, je vais arrêter de me faire croire que c'est les autres qui ont un problème. C'est bien moi qui active cette expérience à chaque fois que je suis en relation avec quelqu'un. C'est même pas une histoire d'être en relation avec un conjoint ou avec une autre personne, mais le conjoint, il est là tous les jours. Et donc, en plus, il y a cette attraction amoureuse, sensorielle qu'il y a en plus des autres histoires. Donc, il y a plus d'enjeux, donc il y a plus d'activation, donc il y a plus de potentiel de guérison et de libération, en fait. Il n'y a rien à guérir, en fait, mais il y a à abandonner cette espèce de tentative de contrôle impossible, en fait. Voilà ce que j'ai à traduire de ce qu'a dit Orlan. Super. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de l'effet lune de miel dont parle Bruce Lipton justement dans la relation amoureuse? Waouh. Non, parce que je me rappelle plus trop le principe de fond de base. Tu peux me dire un peu ce que c'est? C'est le truc au début, il y a une chimie qui se crée, vraiment au niveau physique. Ouais. Alors, on peut en parler par l'expérience des accompagnements, pas d'une manière biologique pour moi, parce que je ne me rappelle plus trop les concepts à l'œuvre, mais l'effet lune de miel, il est vachement intéressant parce que cette période où il y a cette attraction nucléaire entre deux êtres, en fait, elle témoigne en fait de notre puissance à créer la réalité. Du coup, quand on se rencontre, et pour la plupart d'entre nous l'ont vécu au moins une fois ou deux ou pas, mais peu importe, mais c'est une période où il peut se passer n'importe quoi à côté de nous, devant nous, derrière nous. On n'est pas du tout impacté. On est complètement identifié à notre vécu du moment présent. C'est comme si c'était une école ou une incitation à aller vers notre véritable nature. Et tout ce qui peut se passer autour, en fait, on arrive en fait à ne pas être impacté par ça. Alors, c'est expliqué d'une manière biologique, plus ou moins. Mais en gros, ça prouve aux couples et aux êtres qui le vivent qu'il y a une possibilité de ne pas être impacté par l'environnement, les histoires, les malheurs, les bonheurs. En fait, il n'y a aucun autre désir que d'être en compagnie de l'être aimé. On se contente d'un bout de pain, d'un verre d'eau. On n'a plus de désir matériel. On n'est plus impacté par les histoires douloureuses des autres. Et donc, c'est comme une fabuleuse leçon qu'on oublie malheureusement trop vite. Donc, ça nous rappelle qu'on a cette capacité-là à vivre et que peut-être ça pourrait devenir notre priorité, c'est-à-dire de mettre en place toutes sortes de stratégies, d'élan, d'envie, de désir, je ne sais pas, chacun les appellera comme il veut, mais pour retrouver cet état où finalement on n'est plus impacté par l'extérieur et on est dans son propre monde, en toute autonomie. C'est l'amour qui déclenche cette réalisation. On réalise qu'on peut vivre la paix, en fait, c'est l'abandon total à ce qui est maintenant. Alors, c'est pas pour rien. L'amour déclenche ce truc-là comme une belle leçon de vie. Puis après, il nous relâche un peu en mode autonomie, là, comme on le fait après la maternelle. Et maintenant, essaye de retrouver ça, quoi. Essaye de retrouver cette paix absolue où finalement le monde n'a aucun impact sur toi si tu te rappelles qui tu es, ce que tu es en vérité, etc., etc. Ça ramène au moment présent, en fait. Oui. Ça ramène au présent, à notre véritable nature, c'est-à-dire la conscience une. Et surtout, ça démolit les histoires qu'on est... les histoires de nécessité de codépendance.
On n'a pas besoin d'être codépendant. Et à la fois, c'est une codépendance absolue qui nous l'apprend. Et donc, comme dans toute chose, chaque fois qu'on est devant un paradoxe, c'est qu'on est devant une vérité, puisque la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien, au final. Et on ne peut que expérimenter tout ça. Voilà. Moi, j'avais l'image des fameux gens qui sèment des aimants. C'est... Eric dit le moment présent et moi j'ai vraiment l'idée, c'est pareil, hein, mais du choix de l'évidence en fait. C'est évident que ça se colle. Et le mental qui dit oui, mais non, mais je peux pas, mais j'ai pas envie de revivre ça, ou alors si c'est un raté, je suis avec une autre, etc., etc. Tout ça, en fait, il y a vraiment cet endroit-là où tout ça n'existe plus. C'est-à-dire que la vie nous amène sur le chemin de ce plus et de ce moins qui se rencontrent, et c'est indécollable, en fait. Donc, les égos, il y en a beaucoup moins. C'est-à-dire, l'ego, je rappelle, pour moi, c'est une part blessée. Hein. Donc, tout ça, ça vit ce que ça a à vivre, et c'est juste magique. Et ce qui va nous faire rattraper, quand on dit oui, l'amour dure... biologiquement, je crois que c'est 3 mois, et dans l'inconscient collectif, 3 ans. Ce qui va nous rattraper, en fait, c'est nos parts blessées, c'est tout. C'est-à-dire qu'au départ, ça va se coller, et c'est une évidence, et puis boum, va arriver la première part blessée. Oh là là, mais j'ai déjà été abandonnée la première fois dans mon couple, avec mon père, vu le couple voilà, ou avec mon ex. Ah, j'ai pas envie de revivre ça. Et là, je vais commencer à demander à l'autre de faire attention. Et là, en fait, c'est pas que ça s'arrête. C'est que là, la vie nous fait vivre une nouvelle expérience qui dit, regarde, là, c'est maintenant que tu vas guérir ta blessure d'abandon. C'est là que c'est en train de se jouer. Donc, c'est toujours parfait pour pouvoir retrouver, même s'il n'y a rien à retrouver, cet état-là, c'est juste d'être dans l'accueil à chaque endroit de nos parts blessées, comme d'habitude, quoi. Et il n'y a que le conjoint qui peut faire ça. Les enfants, on a dit, c'est autre chose. Du coup, l'effet lune de miel, au moment, il s'arrête. Ouais. Oui. Et du coup, est-ce que... Alors, je ne sais pas comment tourner ma question, mais est-ce que toutes les relations amoureuses sont condamnées à vivre ce schéma lune de miel, accalmie, déception? Non, mais c'est... La plupart des histoires se répètent un peu sur ce type-là, mais il y a des exceptions à tout, et il y a des histoires uniques. Toutes les histoires sont uniques. Après, bien sûr qu'elles se calquent régulièrement sur ce style de fonctionnement, mais tout est possible. Il faut pas... c'est dommage d'avoir 15 ans, d'entendre ce podcast ou ce truc et de dire, oh là, mais moi, on est voué à s'éclater 3 mois, puis après, ça s'arrête. Non, pas du tout. Tout est possible. Tout peut être... la lune de miel, je souhaite à tout le monde qu'elle dure toute une vie. Et il y en a qui le vivent. Hein. C'est pas impossible. Maintenant, en fait, les histoires d'amour, elles ont... Enfin, j'en sais rien si elles ont ou si elles n'ont pas, je sais rien. Mais bon, on va faire une supposition. C'est comme s'il y avait deux rôles. Il y a un rôle, au début, c'est... OK, on se rencontre, en fait. Il y a cette attraction amour, mais au début, pour moi, il est fait pour que les deux grandissent et guérissent. Pour que les deux se libèrent de leur vieux schéma, en fait. Ça sert à ça. Et une fois que ce couple, donc ces deux êtres uniques et souverains, se sont assez activés et assez aimés, c'est-à-dire donc quand on aime l'autre, on va lui trifouiller toutes ces blessures qu'il ne veut pas voir. Hein. Et mais une fois qu'ils ont vu ces blessures et que chacun, dans son coin, l'homme il a pété un coup, il a dit « Ok, en fait, je suis pas parfait, je ne serai jamais que lumière, je suis ça aussi, je suis 50% d'ombre, 50% de lumière. » Que la femme fait la même chose. Donc, ils ont accès, l'un comme l'autre, à une forme de paix intérieure. Là, la vraie vie de couple commence.
et c'est plus du tout les mêmes enjeux. Et là, on commence forcément à regarder ensemble dans une direction, ou pas d'ailleurs, parce que la direction, ça peut être juste d'un commun accord, on partage des moments ensemble sur la semaine, mais toi, tu es complètement libre et moi, je suis complètement libre. Enfin, tout est possible en fait. Mais il n'y a plus cette histoire de s'activer très régulièrement pour se guérir en fait mutuellement. Et donc l'amour, qui est au début une pulsion de libérer les deux êtres, se transforme en véritable amour qui est « Waouh, qu'est-ce que tu es belle, waouh, qu'est-ce que tu es beau, je t'aime donc je te veux libre, sois libre d'être qui tu es. Je t'aime donc tu es libre et sois libre d'être qui tu es. » Et on se renvoie mutuellement cet élan de voir l'autre libre. Et ça, c'est la deuxième partie, quoi. Mais avant ça, il y a quand même ces blessures à libérer, quoi. Donc, vu que je l'aime, je lui casse les couilles. Il le fait bien. Il le fait super bien. Franchement, warrior. Et moi, vu que j'ai plus de blessures... Tu es un être de lumière. Je suis Gasper lumineux des temps modernes. Gasper. T'as quelque chose à rajouter peut-être? Non, c'est parfait. Tout à l'heure, Eric, tu parlais de codépendance. Est-ce que tu peux peut-être un peu expliquer ce qu'est la codépendance et qu'est-ce que ça implique, etc. Ok, codépendance, c'est un principe, c'est un concept, je sais pas, voilà. Encore une fois, j'en sais rien. En tout cas, mais comment toi, mon expérience, tu voilà. La codépendance, c'est avoir besoin d'une tierce personne. Alors là, on est dans le couple. Avoir besoin du conjoint, de la conjointe, pour se sentir sécurisé, aimé, important, etc. C'est-à-dire que j'ai besoin de toi parce que je ne suis pas autonome, en gros. Okay. Donc, c'est de la codépendance qu'émergent en fait toutes les conditions à l'amour, toutes les modifications qu'on fait pour l'autre. On devient une version parfaite que l'on croit que l'autre voudrait qu'on soit. Parce que, plus ou moins consciemment, j'ai besoin de l'autre pour me sentir aimé, pour me sentir important, pour me sentir en sécurité. Alors j'ai besoin d'un policier, d'une infirmière, d'une enseignante, d'une maman, etc., etc. Et la codépendance, c'est finalement tous ces jeux inconscients qui font que, vu que je ne suis pas autonome, et en gros, vu que je n'ai jamais eu le courage d'aller me confronter à mes peurs, en fait, et ça arrive très souvent, parce qu'il y a même des gens qui n'ont jamais vécu seuls, ils sont passés de leur cocon familial à une coloc, puis à leur couple. Et donc, il y a plein de choses qui n'ont pas émergé. C'est-à-dire, en fait, oui, je suis autonome. Je ne suis pas mort de vivre seul, etc., etc. Et tout ça, ça ajoute dans l'inconscient des lignes de code de, vu que j'ai besoin de ma femme, et qu'elle, elle a besoin de ça chez moi, je vais lui donner, même si je n'ai pas envie. C'est la peur d'être confronté à ma solitude ou à mes propres peurs qui font que je vais me modifier et faire des efforts pour elle. Ça fait un dossier. Je considère que j'ai fait un effort pour elle, donc elle va en faire un effort pour moi. Et donc, c'est ça la codépendance. À ton anniversaire, pour tes... T'as quel âge, toi ? 35 ? Pour ses 35 ans, je lui ai offert un bijou à 2000 €. Ok ? Je déconne. Et donc... Qu'elle a déjà perdu. Moi, dans 5 ans, quand j'aurai 35 ans, je vais demander... Tu vois, inconsciemment, je veux un truc à 2000 €. Le livre de compte, quoi. Le livre de compte. C'est ça la codépendance, finalement. C'est que parce qu'on a peur d'être confronté à la solitude et à nos propres peurs, en fait, je vais chercher de la rassurance en face. Montre-moi que je suis aimable, que je suis utile, que je suis aimable dans tous les domaines de ma vie. Et surtout, aide-moi à ne pas voir que je suis un mauvais père, aide-moi à ne pas voir que je suis un mauvais coup, que je suis un mauvais garçon, etc., etc. Donc, dans le couple, c'est aide-moi à cacher mes zones d'ombre
et met en lumière ce qui est déjà en lumière, en fait. Alors, en gros, la codépendance, c'est trichons ensemble des années, jusqu'à épuisement. Et quand on est épuisé, eh ben, on n'arrive plus à faire d'efforts, on se ment plus, en fait. Et le couple explose parce qu'en fait, il est mort. Puisqu'il n'est plus guérissant, il ne met plus en lumière les deux êtres, il les enfonce. Donc le couple s'arrête et c'est très bien. Ça va créer une nouvelle rencontre où là, on va reguérir des choses en profondeur et c'est très bien. Oui, il s'arrête ou pas. Il s'arrête ou pas, bien sûr. Mais ça peut être le couple, mis en à tout jour. cas, lui, il n'y est plus. Ça peut être un nouveau couple qui se forme avec la même personne. Avec du les deux coup. mêmes personnes, Oui, bien sûr. sûr. Ça, oui, il y a un avenant au contrat, mais on peut aussi s'endormir et s'éteindre à côté de l'autre. D'accord. Ouais, mais tout est possible, Alex. C'est pas... Bien sûr qu'on peut réaliser tout d'un coup que ce soit en même temps, en fait, l'homme et la femme, ou les deux hommes ou les deux femmes, peu importe, se dire waouh, mais on s'est perdu là, on s'est perdu en route, il y a un truc qui va pas. Ou il y en a qu'un qui fait un boulot sur lui parce qu'il lui arrive quelque chose d'une manière personnelle et que ça le remue et il remet en cause des choses, peu importe. Ça ne veut pas dire que c'est fini, en fait. Parce que de toute façon, ce qui n'est pas réglé, vous allez le retrouver chez le prochain, en fait. Mais, voilà, c'est terminé. C'est une évidence, c'est terminé. Tant qu'il y a un doute, c'est pas terminé, en fait. Il y a souvent des gens qui me posent la question, mais comment je sais si c'est vraiment terminé ou pas? Tant qu'il y a un doute, c'est pas terminé. Parce que quand c'est terminé, c'est une évidence. C'est terminé. Voilà. Et avant ça, c'est pas confort, c'est de moins en moins confort, mais c'est pas terminé puisqu'il y a un doute. Il faudra qu'on parle d'une vidéo entière sur la codépendance. Codépendance. C'est intéressant. Oh, là, ça parle mieux dans le micro, je m'entends mieux dans le casque. Je viens de me rendre compte. Moi, la codépendance, si je le résume, c'est je me nourris chez l'autre. Voilà. Tout ce que je n'arrive pas à me fournir, je demande à l'autre et du coup, c'est une nourriture à l'extérieur. C'est ça pour moi la codépendance. D'accord. C'est la poubelle aussi. Le truc que tu veux pas voir, tiens, tu le portes pour moi, ça. C'est la poubelle. On a tout dit sur la codépendance. Je pense qu'on fera une autre vidéo sur la codépendance et sur d'autres thèmes en relation avec les relations amoureuses, justement. On va boucler pour cette fois. On fera une partie 2 sur les relations amoureuses parce qu'il y a encore tellement de choses à dire, notamment sur les fins de relations, sur les relations amoureuses quand il y a des enfants au milieu, etc. Donc effectivement, cet épisode pourrait durer à peu près 3-4 heures. Oui, minimum. On pourrait même faire Par des semaine. stages de 4 jours là-dessus. C'est ça, donc on fera une autre partie. Donc je vous remercie pour cet échange et puis Merci, on se Alex. retrouve très bientôt pour une partie 2. Super, À merci bientôt, beaucoup. merci Merci, beaucoup. merci, à bientôt. Au revoir.